L'Europe des présidents. Sarkozy, l'Europe est une affaire de chef. Pour sa dernière visite de président du Conseil aux députés européens, il sacrifie volontiers au rituel du bilan d'étape, sans fausse modestie, mais avec un aveu singulier. J'ai essayé de bouger l'Europe, mais l'Europe m'a changé. L'Europe des présidents, Sylvain Kahn. Nicolas Sarkozy a aimé l'Europe car elle était en crise. Pendant ses 5 années de mandat, de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy a pu jouer au pompier d'un feu à l'autre, s'arrogeant régulièrement le rôle de sauveur. Sauveur du dernier traité européen, sauveur de la zone euro en pleine crise financière, sauveur des banques, sauveur de la Grèce, sauveur de la Géorgie agressée par la Russie. Si la Géorgie n'a pas été rayée de la carte, c'est parce que la France, alors qu'elle exerçait la présidence de l'Union européenne, a pris ses responsabilités pour mettre l'Europe en situation d'agir. Mais dans quelle mesure l'a-t-il réellement été ? N'a-t-il pas surjoué ce rôle pour prendre le contre-pied de son prédécesseur, plus que par conviction européenne ? Une chose est sûre, au moment où il entre à l'Élysée, en mai 2007, Nicolas Sarkozy représente à la fois la continuité et la rupture. La continuité puisqu'il succède à Jacques Chirac, appartient au même parti que lui, l'UMP, a été son ministre, mais aussi la rupture avec son prédécesseur, dont il cherche à se démarquer. Sur la scène européenne, on peut dire que Nicolas Sarkozy a réussi son pari. Jacques Chirac reste dans l'histoire de la construction européenne comme le président français qui a planté le traité instituant une constitution pour l'Europe. C'était en 2005. Nicolas Sarkozy reste, lui, dans l'histoire, comme le président de la volonté, celui qui trouve avec énergie des solutions aux problèmes pour que la construction européenne puisse s'épanouir et fonctionner. Et ça tombe bien, car de 2007 à 2012, l'Europe enchaîne crise sur crise. La première crise à résoudre est donc celle du rejet du traité constitutionnel par la France, mais aussi par les Pays-Bas. Pendant sa campagne électorale, Sarkozy avait dit aux Français « L'Europe ne peut rester paralysée, il faut trouver une solution. Oublions les grands mots comme celui de constitution et réformons le traité existant pour qu'il puisse fonctionner. » Il n'est en réalité pas le premier à y penser. Angela Merkel, chancelière allemande depuis 2005, est à la manœuvre auprès de ses 24 collègues européens. C'est la priorité numéro 1 de sa présidence allemande de l'UE du premier semestre 2007. Mettre d'accord tous les chefs d'État et de gouvernement européens sur un traité qui serait simplement modifié, consensuel, tout en reprenant l'essentiel du traité rejeté par seulement 2 pays. Au Conseil européen de juin 2007, Nicolas Sarkozy apporte une touche finale, certes précieuse, au sauvetage mis en œuvre par la chancelière allemande, et il s'en attribue tous les mérites, ce qui a le don d'énerver Madame Merkel. Je le dis parce que je le pense. L'Europe était en péril, minée par des crises à répétition, minée par le doute. Eh bien, je crois aujourd'hui que l'Europe est sauvée. Le chef de l'État pense que sa méthode a payé. Ouvrir avec ses partenaires tous les débats, revenant en France, selon lui, avec une synthèse entre les opposants à la Constitution européenne et ceux qui y croyaient toujours. Au passage, ses opposants ont reproché à Nicolas Sarkozy de faire voter par le Parlement ce traité de Lisbonne et de faire ainsi rentrer par la fenêtre un traité qui avait été rejeté par la grande porte du référendum par le peuple français. La deuxième crise, c'est la crise financière venue des États-Unis en 2007 et 2008. Nicolas Sarkozy se saisit du dossier, car la France détient alors la présidence tournante de l'UE au second semestre 2008. Il réunit tous ses collègues. On lui doit également le premier G20, à l'échelle des chefs d'État et de gouvernement, consacré à la crise financière. C'est un sommet qui apporte des réponses structurelles à la crise financière et qui apporte des réponses à la crise économique. C'est un plan d'action, il y a une stratégie, des principes, des modalités d'action,
un calendrier, des responsables désignés. C'est historique qu'ici, aux États-Unis, l'administration américaine accepte de faire mouvement. Les États membres de l'Union européenne et de la zone euro en particulier s'accordent pour soutenir les banques de leurs pays respectifs qui, en grande difficulté, risquent de faire faillite et d'entraîner toute l'économie avec elles. Ce faisant, les États membres européens s'endettent considérablement. Et c'est la raison pour laquelle on parle depuis d'une crise des dettes souveraines. Il est urgence. Le monde n'attendra pas l'Europe. Si l'Europe ne change pas assez vite, l'histoire du monde s'écrira sans l'Europe. Mais l'euro est sauvé. La troisième crise concerne un pays en particulier, celui qui est considéré comme le maillon faible de la zone euro, la Grèce. Car la Grèce, dont on découvre qu'elle a maquillé ses comptes publics, est si endettée et considérée comme si peu fiable sur les marchés qu'elle n'arrive plus à emprunter. Elle est au bord de la banqueroute. Or, comme la Grèce partage la même monnaie que les autres pays de la zone euro, à savoir l'euro précisément, les pays européens se mobilisent pour que l'État grec ne fasse pas défaut. En clair, avec l'aide de la Banque Centrale Européenne et du Fonds Monétaire International, les pays européens prêtent à la Grèce beaucoup d'argent à des taux très bas. C'est ce qu'on a appelé le plan d'aide à la Grèce. Ce fut une longue nuit de négociation, mais je crois que le résultat sera accueilli avec soulagement. Cette nuit, après d'âpres négociations emmenées par le couple franco-allemand, les banques renoncent à 50% sur la dette grecque. La Grèce échappe à la faillite. En échange de ce soutien, les pays européens exigent des réformes budgétaires importantes. Et ces réformes sont si sévères qu'elles plongent l'État-providence grec dans une cure d'austérité qui cause des dégâts importants dans la société grecque. Mais là encore, la zone euro est sauvée. Dans la foulée, d'ailleurs, un traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro, le TSCG, qu'on appelle aussi le traité budgétaire, est signé en janvier 2012 par 25 États membres sur 27. Notre volonté, c'est d'aller à marche forcée pour rétablir la confiance dans l'euro et dans la zone euro. Le TSCG pérennise les dispositifs d'aide et met en place une coordination des politiques budgétaires au sein de l'UE. Nous sommes convenus qu'il fallait avancer dans la gouvernance économique de façon extrêmement ambitieuse et très volontariste. Aussi, Sarkozy peut être considéré comme le président français qui a été confronté à la crise des dettes souveraines et qui a agi. Pour autant, Angela Merkel a joué un rôle tout aussi important pour tempérer les ardeurs de tous ceux, nombreux, qui envisageaient l'exclusion de la Grèce de la zone euro. Toutes ces solutions à cette crise très compliquée ont en réalité été des solutions collectives, trouvées à l'issue de discussions tendues qui ont duré des mois. Nicolas Sarkozy et son camp se sont attribués beaucoup de mérites dans la résolution des crises européennes. Aussi, le mandat Sarkozy illustre à merveille ce décalage qu'il y a entre le président de la Ve République, si puissant dans son pays, et les 27 autres chefs d'État et de gouvernement qui, dans les leurs, doivent leur poste à une majorité parlementaire, à des coalitions, à des compromis politiques, souvent longs et compliqués, et qui sont rompus aux négociations collectives. Cet exotisme français n'a jamais été aussi prégnant, aussi visible qu'avec Nicolas Sarkozy, au point de faire voir le régime de la Ve République comme une anomalie en Europe. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, ce que l'Europe leur doit, et vice-versa. L'Europe des présidents, une production Wave Audio, en partenariat avec les presses universitaires de France. Disponible sur toutes les plateformes.